et bienvenue dans Chine France le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine en français sur Mandarin TV. Sans transition, voici les titres de l'actualité. Le tireur d'Atlanta inculpé pour meurtre, ses attaques dans des salons de massage asiatiques avaient fait 8 morts. Le sable et la poussière reviennent à Beijing. L'Observatoire national de la Chine a renouvelé une alerte bleue et appelle à la plus grande vigilance. La Chine ne fera aucun compromis sur ses intérêts fondamentaux, c'est ce qu'a déclaré l'ambassadeur de Chine aux États-Unis, Cui Tiankai, à l'aube du dialogue en courage. Malgré la pandémie, la Chine dépose plus de demandes de brevets en Europe, une augmentation de 10% en un an. Grâce à l'aide de la Chine, de nouvelles semences de maïs vont pousser en Indonésie. Cette céréale est la deuxième plus importante pour les Indonésiens après le riz. Un hôtel dans l'espace verra-t-il bientôt le jour? Le projet imaginé par l'Orbital Assembly Corporation devrait être opérationnel dès 2027 et accueillir jusqu'à 400 personnes. Et nous commençons ce journal avec une nouvelle pour le moins dramatique. Mardi, 8 personnes, dont 6 femmes d'origine asiatique, ont été tuées par balle dans 3 salons de massage autour d'Atlanta. Robert Aaron Long, auteur présumé des fusillades, a été arrêté. Si l'homme blanc de 21 ans nie tout mobile raciste, les crimes contre les Asiatiques ont plus que doublé en 2020, une situation qui inquiète, comme vous allez le voir dans ce sujet. Mardi, 3 salons de massage d'Atlanta ont été violemment attaqués par un homme lourdement armé. 8 personnes, dont 6 femmes d'origine asiatique, ont été tuées par balle, selon la police fédérale américaine. Robert Aaron Long, un homme blanc de 21 ans, a été inculpé mercredi pour meurtre. Le jeune homme, chrétien et adepte des armes, a d'abord ouvert le feu mardi en fin d'après-midi dans un salon de massage d'Acro, à environ 50 km d'Atlanta, faisant 4 morts et 2 blessés. Plus tard, il a attaqué 2 autres salons situés dans la grande ville du Sud, fauchant 4 vies supplémentaires. Selon les enquêteurs, l'homme souhaitait poursuivre son épopée meurtrière jusqu'en Floride. Fort heureusement, des caméras de surveillance ainsi que son téléphone portable ont permis de le localiser. Après une course-poursuite à plus de 240 km/h, l'homme a été appréhendé par la police locale. Si l'homme reconnaît les faits, il affirme ne pas avoir de mobile raciste, se présentant comme un obsédé sexuel, soucieux de supprimer une tentation. Pourtant, ces meurtres interviennent dans un contexte de recrudescence des attaques recensées ces derniers mois contre des Américains d'origine asiatique. Les crimes motivés par le racisme anti-asiatique ont plus que doublé, passant de 49 à 122 l'année dernière dans les 16 plus grandes villes américaines, d'après une étude du Center for the Study and Hate and Extremism, basée en Californie. Pour Russell Jung, professeur d'études américano-asiatiques à l'Université de San Francisco, le contexte de la pandémie n'est pas étranger à la vague de violence anti-asiatique. Cette violence au racisme sous-jacent, historique, prendrait la forme du stéréotype du péril jaune, selon lequel les Asiatiques sont des menaces pour l'Occident, les gens cherchant des boucs émissaires dans cette crise sanitaire. D'après les militants antiracistes, le ressentiment a été alimenté par le discours de l'ancien président Donald Trump, qui qualifiait souvent le coronavirus de virus chinois. Yeah, go ahead, please. Said many times that the U.S. is doing far better than any other country when it comes to testing. Yes. Why does that matter? Why is this a global competition to you if every day Americans are still losing their lives and we're still seeing more cases every day? Well, they're losing their lives everywhere in the world, and maybe that's a question you should ask China. Don't ask me, ask China that question, okay? When you ask them that question, you may get a very unusual answer. Yes, behind you, please. Sir, why are you saying that to me specifically? I'm That I telling should you, ask I'm not China? saying it specifically to anybody. I'm saying it to anybody that would ask a nasty question That's like that. not a nasty Please go question. ahead. Why does it matter? when Okay, anybody else? Please, go ahead in the back, please. I have 2 questions. No, it's okay. But We'll you go over pointed here. to me. I have 2 questions, Mr. Next, President. next, please. But you called on me. I did, and you didn't respond, and now I'm calling on Sorry, I just the wanted young to, lady in the back, please. I just wanted to let my colleague Okay. finish. But can I ask you a Ladies and question, gentlemen, please? thank you very much. Appreciate But it. you called Thank you on- very much.
Selon un récent rapport de Stop Asian American and Pacific Islander publié mardi, 70% des personnes d'origine asiatique interrogées depuis mars 2020 déclarent avoir été au moins victimes de harcèlement verbal. Face à cette situation, le nouveau président américain Joe Biden cherche l'apaisement en dénonçant les actes racistes dont les États-Unis ont été victimes récemment. Lors de ma campagne, j'ai dit très clairement que le moment était arrivé pour se rassembler en tant que nation. Nous avons été confrontés à de profondes inégalités raciales, un racisme systémique qui a sévi dans notre nation depuis bien trop longtemps. Mais notre peuple a arrêté de fermer les yeux, ce que beaucoup d'Américains n'avaient pas vu ou avaient simplement refusé de voir, ne pouvait plus être ignoré. Mardi soir, la police de New York avait annoncé par mesure de prudence l'envoi de patrouilles en renfort dans les zones concentrant des habitants d'origine asiatique. La Géorgie, comptant près de 500 000 habitants d'origine asiatique, soit un peu plus de 4% de sa population. Des bouquets de fleurs ont été déposés devant la porte du salon de massage Aromatherapy Spa, l'un des établissements visés, dont les signes ouverts et bienvenus étaient toujours allumés. Lundi matin, un épais nuage de sable a recouvert Beijing. Rebelote, mercredi, la ville a de nouveau été frappée par un temps particulièrement poussiéreux. Une situation qui a poussé l'Observatoire de la Chine à renouveler une alerte bleue pour inciter les gens à rester chez eux. De la poussière transportée lundi à Beijing par une tempête de sable venue du nord s'est de nouveau abattue mercredi sur la capitale chinoise, sous l'effet d'un vent du sud-ouest apportant un temps poussiéreux dans la ville pour la deuxième fois en 3 jours. Le centre municipal de surveillance écologique et environnementale de Beijing a rapporté mercredi que la poussière avait engendré une pollution atmosphérique modérée, le principal polluant étant les particules nocives PM10 en suspension dans l'air, ajoutant que ce phénomène se poursuivrait jusqu'à jeudi. Selon les prévisions météorologiques du centre, le corps principal de la tempête de sable a quitté Beijing mardi matin. Cependant, mardi après-midi, le vent a ramené la poussière. Mercredi à 10h, la concentration moyenne des PM10 à Beijing était de 285 microgrammes par mètre cube. L'Observatoire national de la Chine a renouvelé mardi une alerte bleue aux tempêtes de sable dans le nord, le centre et l'est du pays. L'alerte a été abaissée par rapport à l'alerte jaune émise lundi, lorsque des tempêtes de sable ont soufflé dans le nord du pays. En Alaska, la rencontre entre la Chine et les États-Unis est particulièrement attendue après plusieurs semaines de tensions. À l'aube du dialogue, l'ambassadeur de Chine aux États-Unis, Cui Tiankai, a déclaré que son pays ne fera aucun compromis sur ses intérêts fondamentaux. Un moyen de rappeler que la Chine reste la seule décisionnaire en ce qui concerne ses affaires intérieures. L'ambassadeur de Chine aux États-Unis, Cui Tiankai, a déclaré mercredi à Anchorage en Alaska que la Chine ne fera aucun compromis sur ses intérêts fondamentaux lors du prochain dialogue stratégique de haut niveau entre les hauts diplomates de la Chine et des États-Unis. Je pense que la condition préalable minimale est la plus fondamentale pour les dialogues et la communication entre tous les pays et que les deux parties doivent avoir un esprit d'égalité et de respect mutuel, a-t-il affirmé aux journalistes chinois lors d'un point presse, un jour avant le dialogue prévu jeudi et vendredi à Anchorage. Il n'y a aucun espace pour que la Chine fasse des compromis ou des concessions sur les intérêts fondamentaux, notamment sur les questions liées à sa souveraineté, à son intégrité territoriale et à son unité nationale. Si certaines personnes pensent que la Chine fera des compromis ou cédera à la pression de certaines demandes unilatérales seulement pour récolter les soi-disant fruits du dialogue, elle devrait y renoncer, a-t-il prévenu. Il a également confié que la Chine ne s'attend pas à ce qu'une unique discussion résolve tous les problèmes existants entre les deux parties, ajoutant qu'elle n'a pas d'attente ou d'illusion trop grande concernant le prochain dialogue avec les États-Unis. Le diplomate chinois a exprimé son espoir de voir le dialogue démarrer un processus de conversation et de communication franche entre les deux pays, mais également constructive et rationnelle. Si nous y parvenons, je pense que ce dialogue sera un succès. J'espère que les deux parties viendront ici avec sincérité et repartiront avec une meilleure compréhension mutuelle. Ces remarques sont intervenues alors que l'administration américaine, sous la direction du président Joe Biden, a dit à plusieurs reprises que les États-Unis travailleront avec leurs alliés pour engager la Chine en position de force.
Il n'est pas nécessairement utile pour les États-Unis de faire du bruit ou de monter une campagne avec d'autres pays avant de rencontrer la Chine. Si vous avez des questions à discuter avec la partie chinoise, n'hésitez pas à en parler franchement. Il a également noté que la plupart des pays, y compris certains alliés des États-Unis en Asie, ont en réalité des doutes et des préoccupations concernant les politiques américaines. Les États-Unis peuvent-ils vraiment agir comme une partie prenante responsable dans les affaires mondiales? Sont-ils vraiment prêts à revenir à la coopération multilatérale et à y contribuer comme ils le devraient? Sont-ils vraiment prêts à faire preuve du respect nécessaire pour les intérêts des autres pays et à écouter leur voix? J'espère que les États-Unis pourront comprendre les préoccupations de chacun, a conclu l'ambassadeur chinois. Et un point Covid maintenant, la Chine signale son premier cas local depuis février. Ce cas a été diagnostiqué à Xi'an dans la province de Shanxi, dans le nord-ouest de la Chine. Le patient employé dans un hôpital local est responsable de la collecte d'échantillons auprès de personnes placées en quarantaine. C'est ce qu'a déclaré l'agence sanitaire régionale. Il s'agit du premier cas officiel de contamination locale depuis le 14 février dernier, même si les cas de patients infectés de retour de l'étranger restent relativement fréquents. Et malgré la pandémie, l'Office européen des brevets a recensé une hausse de demandes de brevets de la Chine en Europe, une augmentation de près de 10% en un an. Cette augmentation contraste avec le nombre plus réduit de demandes de brevets de la plupart des autres pays à la pointe de la technologie, comme les États-Unis, dont les demandes ont baissé de 4% en 2020. Les demandes de brevets déposées par la Chine en Europe ont augmenté de 9,9% en 2020, soit la plus forte croissance parmi les 10 principaux pays demandeurs malgré l'impact de la pandémie de Covid-19, a déclaré mardi l'Office européen des brevets. Cette hausse contraste avec le nombre plus réduit de demandes de brevets de la plupart des autres régions à la pointe de la technologie. Par exemple, les entreprises américaines ont déposé l'année dernière un nombre de demandes inférieur de 4,1% à celui de 2019, tandis que les demandes européennes ont baissé de 1,3% et les demandes japonaises de 1,1%. Les demandes de brevets déposées par la Corée du Sud ont quant à elles enregistré une forte hausse de 9,2% selon l'indice des brevets 2020 de l'Office européen des brevets. Les 3 principaux domaines technologiques pour lesquels la Chine a déposé des demandes sont la communication numérique, qui représente 26,5% de toutes ces demandes de brevets, la technologie informatique ainsi que les machines électriques, appareils et énergie. Concernant les demandes de brevets déposées en Europe, les entreprises chinoises ont encore une fois affiché la plus forte croissance parmi les plus grands pays demandeurs auprès de l'Office européen des brevets l'année dernière, a affirmé son président Antonio Campinos. Parmi les principaux domaines technologiques sollicités par l'ensemble des pays auprès de l'Office européen des brevets, les secteurs pharmaceutiques et biotechnologiques ont affiché les plus fortes hausses du nombre de demandes de brevets, avec respectivement plus 10,2% et 6,3%, tandis que les transports ont eux enregistré la plus grande baisse avec moins 5,5% l'année dernière. En Indonésie, 4 nouvelles variétés de maïs vont pouvoir pousser. Une réalisation rendue possible grâce à l'aide de plusieurs experts chinois. Après le riz, le maïs est la deuxième céréale la plus importante pour les Indonésiens. 4 variétés de maïs mises au point en Indonésie avec l'aide d'experts chinois ont passé une évaluation par une commission du ministère indonésien de l'Agriculture. Selon l'Institut de recherche sur le maïs de l'Académie des sciences agricoles du Shandong à l'est de la Chine, cela signifie que les variétés de semences seront disponibles sur le marché indonésien. Les semences nouvellement développées sont très résistantes au mildiou, une maladie largement observée sur le maïs en Indonésie, a expliqué Ding Zhaohua, chercheur à l'Institut et l'un des membres de l'équipe qui a travaillé sur le développement des graines. L'évaluation a révélé que la production moyenne sur 0,07 hectares égale 1 mu de plantation dans le champ de l'IDC HN07, l'une des 4 variétés de semences de maïs nouvellement développées, est d'un peu plus de 783 kg, soit 8,3% de plus que la variété de semences actuelle largement utilisée en Indonésie. Le mu est une unité de mesure des terres souvent utilisée dans la recherche agricole en Chine. Les expériences ont été menées dans plusieurs régions d'Indonésie avec le rendement le plus élevé, atteignant 914,51 kg par mu, a ajouté Ding Zhaohua,
précisant que les semences peuvent également être utilisées dans le sud-ouest de la Chine. Le maïs est la deuxième céréale la plus importante pour les Indonésiens après le riz. La demande dans le pays continue d'augmenter, ce qui oblige le gouvernement indonésien à donner la priorité à la production. Dans le cadre de la coopération technologique internationale sino-indonésienne, les experts travaillent au développement de nouvelles variétés de maïs depuis plus d'une décennie. Les semences développées en Indonésie ont enrichi notre banque de semences, jetant les bases pour que nous puissions développer davantage de nouvelles semences, a conclu Ding Zhaohua. Un point tech maintenant, le géant du téléphone, Huawei a dévoilé ses taux de redevance pour la technologie 5G, un geste qui témoigne d'une volonté de transparence sur sa propriété intellectuelle, à l'heure où l'entreprise fait face à une série de restrictions de la part du gouvernement américain affectant ses activités de smartphone. Huawei Technology Co a dévoilé le 16 mars les taux de redevance pour l'utilisation de ces technologies 5G dans les smartphones, à l'heure où le géant chinois de la technologie vise à accroître la transparence sur sa propriété intellectuelle. Cette décision est intervenue alors que Huawei est devenu l'un des plus grands détenteurs de brevets au monde grâce à des investissements soutenus dans l'innovation. À la fin de 2020, Huawei détenait plus de 100 000 brevets actifs dans le monde, selon Jason Ding, responsable du département des droits de propriété intellectuelle de Huawei. Pour chaque smartphone 5G multimode utilisant les technologies 5G de Huawei, la société recevrait jusqu'à 2,5 $ de redevance. Huawei a estimé qu'il recevrait environ 1,2 à 1,3 milliard de dollars de revenus provenant de l'octroi de licences de brevets entre 2019 et 2021. Parallèlement, le chiffre d'affaires total de Huawei en 2019 a atteint 858,8 milliards de yuan, soit environ 132,2 milliards de dollars. Francis Guri, ancien directeur général de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, a déclaré « En publiant sa structure de frais de licence pour les brevets essentiels de la norme 5G, Huawei favorise l'adoption et l'utilisation généralisée de normes conçues pour assurer l'interopérabilité, la fiabilité et une concurrence transparente, tout en offrant en même temps un juste retour sur investissement en recherche et en développement. » Selon un livre blanc sur l'innovation et la propriété intellectuelle publié le 16 mars par la société, de 2010 à 2019, Huawei a dépensé environ 90 milliards de dollars en recherche et développement. Cette décision est également intervenue alors que Huawei fait face à une série de restrictions de la part du gouvernement américain, affectant ses activités de smartphone. Zhong Liuping, directeur juridique de Huawei, a indiqué que l'entreprise détient plus de 100 000 brevets aux États-Unis, qui apportent de la valeur à de nombreuses entreprises américaines. En tant que contributeur majeur de brevets essentiels aux normes 5G, la société chinoise est disposée à partager ses technologies avec le monde. Et terminons ce journal avec un projet pour le moins atypique imaginé par l'Orbital Assembly Corporation. Ces dernières semaines, les accomplissements spatiaux se multiplient en Chine, en Russie ou aux États-Unis. Mais cette entreprise innove en promettant la construction d'un hôtel dans l'espace. Ce dernier pourrait être opérationnel dès 2027 et accueillir jusqu'à 400 personnes. Les précisions de ce projet fou dans ce sujet. La conquête de l'espace ne se limite plus au travail des agences spatiales. D'autres débouchés s'imposent peu à peu, à commencer par le tourisme spatial. Déjà, un premier vol de touristes au sein d'une fusée SpaceX est annoncé pour la fin de l'année 2021. Mais voilà qu'on envisage désormais la construction du premier hôtel en orbite terrestre basse. Selon un article du Daily Mail, le premier hôtel spatial, l'hôtel Voyager Station, devrait être opérationnel dès 2027 et la construction de ce vaisseau est prévue pour commencer en 2025. L'hôtel sera équipé de restaurants, de bars, d'un cinéma, d'une salle de sport et d'un spa. Il est prévu que l'hôtel puisse accueillir jusqu'à 400 personnes. Concrétisé par l'Orbital Assembly Corporation et baptisé Voyager Station, la station touristique prendra la forme d'un grand cercle composé de 24 modules d'habitation de 20 mètres de long sur 12 mètres de large et tournera sur elle-même pour générer une gravité artificielle. Dans les années 1950, l'ingénieur Werner von Braun avait déjà développé un projet visant à utiliser une roue qui tourne à une grande vitesse pour créer une gravité artificielle dans l'espace.
Le concept de la Voyager Station ressemble à cela, mais il permet une rotation plus lente, ce qui est important pour le confort humain. Les vaisseaux spatiaux et autres engins spatiaux entièrement réutilisables dans le futur accéléreront la construction du Voyager Station, ce qui facilitera un vol régulier entre la Terre et la station. C'est la fin de notre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de cliquer sur la petite cloche pour ne rien rater de toutes les dernières informations de Mandarin TV. Très belle journée ou très belle soirée sur Mandarin TV.